Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Muntaga Keïta, aujourd'hui, il est représentant de la famille. Vous le connaissez comme fondateur de Tulip Industries. Aujourd'hui, il est représentant de la famille et il est avec nous. Muntaga, bonjour. Bonjour. Moussa Moïse, avec vous pour commencer. Oui, pas très heureux de vous recevoir dans ce studio dans une circonstance pareille, mais il faut qu'on en parle pour prévenir d'autres cas et pour sauver d'autres vies. L'innommable a été commis, le détestable a été fait, l'abjet a été érigé en mode de fonctionnement au sein de ces cliniques qui ont été incriminées. Muntaga, nous savons un peu toute la peine de la famille biologique aujourd'hui de Massila, toute la peine de la société guinéenne, parce que de mémoire de journaliste, je pense que jamais un viol et une situation aussi dramatique n'a autant soulevé d'émoi au sein de la société. Massila, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui est touché, c'est toutes les femmes, c'est tous les hommes. Il n'y a pas de, ce n'est pas qu'un combat mené par des femmes, c'est tout le monde qui est touché par cela. Alors, comment, expliquez-nous un peu comment vous avez, au sein de la famille, suivi ce cas et jusqu'à la nouvelle fatidique d'hier. Eh bien, très simplement, merci d'abord de m'avoir accueilli ici. D'habitude, lorsque j'arrive, c'est vous parler de futur, d'innovation ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va parler d'une chose fâcheuse parce que je suis en colère, en fait, très en colère. Et personne ne m'a encore vu en colère comme ça. Très souvent, lorsque je venais sur ces plateaux, je parlais d'une chose, je disais, vous savez, nous, si quelque chose nous arrive, on peut toujours à la fin prendre nos passeports, d'autres passeports étrangers, voyager, aller à Paris, Casablanca, Tunis ou autre, et nous soigner. Mais qu'est-ce qui va en venir du chauffeur, de la bonne, du cousin, de l'oncle? Je l'ai tout le temps dit. Faites quelque chose. Et rien n'a été fait. Et Massila, qui est ma cousine, est morte. Elle sera enterrée, Inch'Allah, le mercredi. Alors c'est très simple. Massila a l'habitude, vu qu'elle habite à côté de mon usine, de venir chaque mois, chaque 2 mois comme ça, nous apporter à manger. Parce qu'on est à côté. Elle a suivi tout le début. Du moment où on était avec les maçons, le ciment, jusqu'au moment où on a eu la clim et tout allait bien. Elle nous a toujours suivis, elle venait, elle nous donnait gratuitement son fonio et puis il m'a gagné là-dessus. On adorait. Il n'y avait plus de patron ni d'employé. Lorsqu'elle amenait ça, on se ruait là-dessus. Mais pendant 2 mois, on ne l'a pas vu. Donc, je me suis sûrement dit, c'est les pluies, la saison des pluies, sûrement. C'est un peu anormal, mais je me suis dit, bon, d'accord, si elle ne vient pas, il pleut, je peux comprendre. Donc, c'était pendant la saison des pluies. Et tout d'un coup, on entend à travers ma mère qui dit, ah, j'ai entendu, la grand-mère dit que Massila doit se faire opérer ou autre. Si vous la faites opérer ailleurs, vous ne nous dites pas, on va pas vous aider. Il faut nous dire tout ce qui se passe pour qu'on puisse l'aider vraiment avec les moyens. Donc, ils ne nous ont pas dit au clair ce qui se passait. À un moment, lorsque c'est devenu maintenant grave, c'est là qu'ils nous ont révélé. Et immédiatement, on a su qu'elle était à Ignasdine. Et là, on est parti à Ignasdine, ma jeune sœur accompagnée. Donc, nous, on était dans le back-end, comme on dit, à l'arrière. On ne se faisait pas voir. Mais celle qui était devant, c'était ma jeune sœur, Madame Anne Zenaplit. Donc, elle était devant. Et elle a actionné tout ce qu'il faut parce qu'elle ne travaille pas loin de là-bas. Voilà ce qui se passe. On l'a laissée mourir parce qu'à l'hôpital Ignasdine, ils ont dit aux autres médecins, ah, c'est une pauvre petite fille qui n'a rien, comme on dit en sous c'est taré qui n'a rien, et puis voilà, elle n'a rien, on l'aide seulement, elle est dans une chambre à côté. Donc les grands médecins, personne n'est venu suivre, oui, on a dit oui, elle a avorté 6 fois, donc c'est ça. Donc on l'a d'abord dénigré. Au niveau des intellectuels, d'abord on l'a d'abord dénigré pour l'amoindrir, pour la mettre de côté. Donc ne la voyant pas les 2 mois-là, nous on s'est dit c'est la pluie. Ensuite on voit que, ok, quelque chose se passe. C'est très simple. Elle est partie, elle avait une gastrite, comme elle est très forte de taille, elle est très balèze, sa tension aussi, elle est partie. Alors ce monsieur qui était le docteur du coin, parce que dans chaque quartier, comme des boutiques, vous avez des cliniques ici, cliniques là-bas, on confond même vétérinaire et docteur. Elle est partie là-bas, comme tout le monde. Ce monsieur-là pratiquait des césariennes, toutes sortes de chirurgies possibles. Il est gynécologue, il est tout, c'est le sein. Dans le quartier Anta là-bas, c'est le sein. Même hier, mon épouse me disait, lorsqu'elle est partie aux obsèques, une partie de sa famille lui a dit, oui, mais vous nous avez enlevé ce docteur Patrick, nous, c'est lui qui nous sauvait ici. Ce n'est même pas un médecin, c'est un boucher. Ce sont des boutiques. Le Guinéen croit que sauver quelqu'un, c'est comme une boutique, tu l'ouvres, tu vends du pain, tu charcutes comme tu veux.
Le dernier des gars là-bas à l'opérer a demandé 50 000 francs et un poulet en sacrifice. C'était un guérisseur qui l'a opéré dernièrement lorsque c'était dans cette clinique. Alors, ils l'ont opéré. Non, elle est partie d'abord pour sa tension. On lui donne une potion magique. Finalement, de 10h, elle se réveille vers 14h, elle est nue. Elle n'a rien compris. Lorsque vous arrivez à un endroit, le médecin vous dit déshabillez-vous, ou bien, oui, comprendre. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était prends ce médicament, ça va te calmer, et elle se réveille 14h nue. Elle se rhabille, elle panique selon ce qu'elle nous a dit dans la famille. Elle se rhabille, elle panique, elle quitte l'hôpital. Mais un mois plus tard, elle ne voit pas ses règles. Alors elle commence à s'inquiéter. Ce n'est pas une fille qui a un copain. C'est une fille très introvertie, très respectueuse. Vous serez surpris à quel point elle nous respectait. Elle venait à Tulip, tout le monde la connaissait, tout le monde disait « Ah, c'est ma femme, hein, c'est ma femme ». Tout le monde la charriait, Sanakouya, on faisait très introvertie. Je crois que si elle voulait un mari ou bien un homme, elle aurait pu peut-être avoir Tulip. Mais non, très introvertie, très respectueuse. Donc, elle se lève, elle rentre à la maison, un mois plus tard, elle constate les faits, elle retourne après pour confronter ce monsieur, parce qu'elle a constaté que quelque chose s'est passé il y a un mois quand même de bizarre. Le monsieur a commencé au début à nier, après il a commencé à paniquer, après il a fait intervenir un autre de ses amis aussi qui a une autre clinique boutique, j'appelle ça des boutiques, à côté aussi, sont partis là-bas. Mais tel qu'elle nous a dit, elle a dit, alors lui, en sous-sol, elle a dit, à Bagan-Ranema, lui, il a vraiment violé, encore. Donc c'est pas un viol, hein, c'est 2 viols. Ensuite, on lui dit, bon, dis ce que tu as, elle, prise de panique, on dit ce que tu as, c'est un kyste, le kyste a explosé. Depuis quand un kyste explose? Donc, ils ont profité de ça pour dire on doit l'opérer. Ils appellent sa famille, sa grand-mère d'abord. Sa grand-mère, elle a presque quoi, 85-90 ans, hein, avec une seule jambe. Hein. Aïe, aïe, aïe. OK? Très vieille. C'est Massila qui s'occupait de sa grand-mère. Vraiment. Aujourd'hui, la grand-mère, elle est démolie, finie. Démolie, finie. Et c'est à partir de là, maintenant, on dit on l'opère, il demande 1 million. La grand-mère n'est rien du tout, a tout fait. Elle nous a caché. Elle nous a pas dit. Je peux comprendre au niveau culturel. 1 million, elle a pu dégoûter ça à travers des dons gauche-droite. Elle a payé. Et là, ils l'ont charcuté au moins 3 fois. Je vous dis, le dernier, le charcuté là-bas, c'était un guérisseur. Il a demandé 50 000 francs et un poulet en sacrifice avant de commencer. Pour c'est là. Et ces gens-là sont en vie. Hein. 50, ils sont encore 50 000 et francs un poulet et en un poulet en sacrifice, c'était un guérisseur. Oui, il y a un qui est toujours en fuite. Les grandes C'est gueules. suite à cela maintenant. Ils ont une complicité, ces gens-là. Vous savez, c'est tout un réseau. Je vais vous expliquer. Les coupables, ce n'est pas seulement les docteurs ou docteur Patrick ou autres. C'est tout un système, c'est une nébuleuse. Et cette fois-ci, je me suis juré, moi personnellement, qu'on va faire descendre, on va renverser toute la marmite, toute la case, on va la brûler. Ce réseau-là, eux, ils ont bénéficié d'un autre réseau à Ignace Dine. Une autre dame qui est Ignace Dine, infirmière ou autre, a aidé ces médecins à transporter la fille là, jusqu'à Ignace Dine, à la placer dans une chambre, à l'arrière, vers le côté morgue. Vous voyez? Et il l'entourait, il faisait un mur totalement là-dessus. Les autres médecins n'avaient pas accès. Lorsqu'on parlait, on disait oui, c'est une fille qui n'a Les pas grandes gueules. une aide. Et puis il faisait un mur. Donc c'était discret. Il disait même à la grand-mère de ne pas dire. Donc ils achetaient des médicaments, on lui donnait. Mais ce qu'ils ont fait en l'opérant, ils ont créé une sorte de fustule recto-vaginale. Donc les excréments se déversaient à partir des voies génitales. Ensuite, en l'opérant plusieurs fois, il a commencé maintenant à avoir les excréments à l'intérieur. Moussaïr qui est là a vu les photos, c'est insoutenable. Nous avons d'ailleurs la régie sur ce récit que nous dresse Montaga Keita, représentant de la famille de Massila, la régie, qui a des éléments qui vont permettre justement d'illustrer ces éléments. On poursuit cette interview avec vous, Jacques Léo Aleno. C'est sur l'épisode Ignace Dine. Je sais que vous insistez beaucoup dessus, mais vous êtes un peu réservé, parce que pour l'instant, on a suivi la sortie du tribunal de première instance de Mafanko, qui a donc parlé de 4 personnes, dont une donc en fuite. Et vous nous apprenez ce matin qu'il y a eu la complicité même à l'interne. C'est-à-dire à Ignace Dine, on aurait pu sauver Ma 100%. si on avait pris la décision très vite. Est-ce que vous pouvez être assez précis sur peut-être des noms, sur des fonctions de quelques agents qui, à l'intérieur d'Ignace Dine, n'ont pas œuvré pour sauver au moins Massila?
Pardon, avant que l'équipe de chirurgie de professeur Taran ne soit informée. Oui, exactement. C'est l'équipe de chirurgie qui était bloquée. Ils n'étaient pas informés, ils étaient bloqués. On voulait cacher, on voulait tout cacher. Oui. C'est quand ils ont été informés qu'ils ont pris en main. Mais il était en train de dire là, c'est par la complicité de quelques agents à l'intérieur. Oui, de certains à l'intérieur. Oui. Ce sont des tentacules. Ce sont une infirmière. Elle est bien connue parce qu'elle a été sommée là-bas de s'expliquer et elle a directement commencé la bagarre. Mais c'est elle qui a permis. On ne rentre pas dans un hôpital, un si grand hôpital, le plus vieux hôpital de la Guinée, et on se couche dans un lit comme ça, sans être sur un registre, sans être connu des médecins, ni rien. Comment ça se fait Massila se retrouve là-bas? C'est parce qu'il y a une complicité à l'interne, je suis désolé. Comment ça se fait ces boutiquiers de quartier qu'on appelle docteurs dans les quartiers se retrouvent là-bas à aider en blouse blanche? C'est parce qu'il y a une complicité à l'interne. Je vous dis, c'est une nébuleuse. Ceux qui ont tué Massila, c'est pas ces médecins seulement, docteur Lama. C'est tout un système. C'est tout un système, c'est toute une nébuleuse. Vous croyez que ces petites cliniques vont s'ouvrir dans les quartiers sans qu'au moins 1000 personnes ne soient au courant ou 10 000 personnes? Tout le monde a entendu connaître ces cliniques-là. Certains bénéficient même d'agréments. Qui donne ces agréments? Alors je vous dis, c'est une nébuleuse. Ça quitte du ministère à l'hôpital, à ces petites boutiques de cliniques. C'est tout un système qu'il faut mettre à terre et on le mettra à terre. Petit à petit, on le fera. Un système à mettre à terre petit à petit. Vous allez rester avec nous dans le cadre de cette émission. Dans un instant, nous allons prendre Alimatou Camara. C'est Maître Alimatou Camara. Elle est avocate de Massila. Antoine Kourma, allez-y. Oui, autre question à Muntaga Keita qu'on sent assez ému dans ce studio. On a assisté à cette nouvelle qui est tombée hier de la mort de Ma. Qu'est-ce que vous avez appris finalement par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie? Parce que quand elle partait, ici, il y avait quand même de l'espoir. Moi, j'avais commencé à croire qu'elle allait se remettre et tout. Mais comment, dans quelles conditions elle a quitté Conakry d'abord? Regardez, elle a quitté Conakry dans une condition où, professeur Taran quand même, il y a eu certains médecins ici, ce sont des pépites. Okay? Sans professeur Taran et son équipe, elle serait morte depuis longtemps. Grâce à ces pépites ici, grâce à ces personnes de valeur, elle a pu survivre. On l'a maintenue. Elle a fait des chutes, des rechutes parce qu'un certain docteur aussi essayait ici, je vous le dis carrément, de nous soudoyer, de soutirer de l'argent. Ça a fait durer. Wow. Ou elle a fait une rechute pendant cette période. Parce que ce sont des crises de septicémie quand même. Ce sont des infections. Elle se défèque à l'intérieur du corps. Donc, à la fin, on l'a stabilisée. Elle est partie, mais il fallait voir son sourire. Elle a des fossettes Massila, des fossettes, on dirait, de 10 cm. Des grandes gueules. Elle est mignonne. Alors, on l'a envoyée. Lorsqu'elle est arrivée en Tunisie, les premières photos, ah mais nous, on s'est dit, c'est fini, elle est guérie. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Les viols sont devenus tellement récurrents en Guinée que c'est une habitude maintenant. Je parlais avec professeur Hassan il n'y a pas longtemps, on se connaît un peu, et professeur Hassan m'a expliqué que son boulot est rendu plus difficile du fait que lorsqu'il fait très bien son boulot et que 100 personnes sont condamnées, eh bien 90% se retrouvent dehors. Il n'y a que 10 qui sont en prison. Vous imaginez un pays dans lequel on libère 90% des violeurs, des papas qui ont violé leur petite fille de 3 ans. Ils les retrouvent dehors. Lui-même, sa vie est risquée. Sa vie est risquée parce que lorsque vous faites condamner un suspect et que la semaine prochaine vous vous retrouvez ensemble dehors, voilà, personne ne peut vous faire du mal. On permet à ces gens de vivre. Mais ceux qui sont aussi coupables, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé ou la justice, c'est les familles. Il y a un tabou, une telle hypocrisie dans notre système. Notre culture, elle est belle, je l'adore, c'est pour ça que je suis de retour en Guinée. Mais il y a des ratés. Les ratés, c'est qu'un oncle peut violer sa nièce, un papa peut violer sa fille. On dira plutôt, tais-toi, ne fais pas honte à la famille. Non, il faut parler. Il n'y a aucun numéro ici que vous pouvez appeler pour dire, hey, le tonton là, il m'a violé, mon cousin m'a violé. Je sortais avec une ex dans le passé aux États-Unis, qui était guinéenne. Elle me dit, lorsqu'on m'envoyait en vacances dans la ville de ma mère, le petit frère de ma mère me violait. Lorsqu'on m'envoyait en vacances au niveau de mon père, lui aussi me violait. Et maintenant, les gens s'étonnent qu'elle ait cette attitude un peu légère. Non, c'est en famille. Et je lui ai demandé à quel âge ils ont commencé. Elle a dit quand j'avais 5 ans, comme ça, autour de 5 ans. Wow. C'est-à-dire, elle, c'est ici en Guinée que ça se passait. Lorsqu'elle allait dans les 2 villages, on la violait, on la molestait. Et j'étais choqué. J'étais aux États-Unis, je ne pouvais pas entendre ça et me taire. Et lorsque je l'ai dit, elle, à force de dire à ta mère,
Elle a osé, au bout de 2 mois, appeler sa mère qui était aux États-Unis et puis lui dire, sa mère lui a dit une phrase en malinké, elle est revenue me voir en pleurs. En gros, sa mère lui a dit, ferme-la, ne fais pas honte à la famille. Ne fais pas honte à la famille. Notre culture a des ratés, il faut en parler, il n'y a pas de tabou là-dessus. Aucun crime ne doit être caché. Lorsqu'il y a une fumée, recherchez, emmenez un instincteur et voyez pourquoi même il y a eu un début d'incendie. Parce que nous, en général, on éteint le feu ou on essaie d'éteindre le feu, mais on ne regarde jamais la source de l'incendie. Est-ce qu'il y a un câblage qui est mal fait? Le câblage, là, c'est d'abord nos tabous et de deux, nos religieux aussi. Nos religieux vous parleront tout le temps d'enfer et de paradis. Mais ils ne parleront jamais, oui, d'eux-mêmes peut-être, ou certains dans leur famille, ou d'autres par là-bas. On a entendu un viol ici, faites attention. L'éducation, c'est dans les familles. Les femmes, ne formez pas seulement vos filles à cuisiner en cuisine. Formez vos garçons à ne jamais toucher en mal une femme. Point final, l'éducation, c'est en famille. Ne soyons pas hypocrites. Il s'agit effectivement d'une problématique entière, mon cher Moutaga. On poursuit évidemment cette interview avec vous, mais dans un instant, nous allons entendre le professeur Hassan Ba, médecin légiste, qui a pris en charge pour les premiers instants que cela lui a été demandé, mais également il est président de l'Ordre national des médecins de Guinée. Nous l'entendrons dans un instant. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, plutôt une petite réaction quand j'ai écouté tout à l'heure Maître Alimatou qui parlait des peines qui sont souvent, comment on appelle ça, prononcées contre les coupables. Des peines quand même légères pour certains cas. Parce que si pour un viol, quelqu'un doit écoper de 3 ans d'emprisonnement, je crois que ça va encourager d'autres. 3 ans, on est tout de suite dehors. Ou 4 ans, 5 ans, et il n'y a même pas de, comment on appelle ça, de sûreté qui est déterminée pour dire, bon, au bout de, vous êtes condamné à 3 ans, mais au moins au bout de 2 ans, vous ne pouvez pas avoir des réaménagements de peine. Ça veut dire qu'on a une certaine facilité, n'est-ce pas, à maintenir les gens en prison. Et il n'y a pas de peine équivalente selon les zones. Si à Conakry on condamne par exemple à 5 ans d'emprisonnement, à Mamou peut-être c'est 2 ans, c'est 3 ans. Je crois la ministre de la Justice dans la réforme peut aller sur ce plan, puisque c'est devenu une préoccupation réelle dans notre pays. Comme les attaques à main armée étaient devenues à un moment donné une préoccupation nationale, le banditisme à grande échelle, le viol, c'est une préoccupation nationale. Il faut des mesures, mais véritables, des mesures coercitives pour pouvoir endiguer, n'est-ce pas, le phénomène. Mais Jacques, pourquoi ne pas dire aux magistrats... Est-ce que finalement la question est même législative? Parce que non. Déjà que les lois ne sont pas appliquées sur le phénomène. C'est ce qu'on dit. Au fait, il y a une fourchette qui est donnée. On dit, je crois que c'est d'1 an à 20 ans, parfois même jusqu'à la réclusion. Mais puisqu'il revient, encore une fois, au magistrat de déterminer la peine à coller à un accusé, donc à un coupable. Vous réclamez la peine la plus... Donc le magistrat peut choisir la peine qu'il veut. Donc si... En amont, on essayait d'indiquer, voilà la peine, hein, quelle que soit la zone, quel que soit le type de viol, parce qu'on va dire viol sur mineur, viol sur majeur. Viol, c'est un viol. Il va falloir qu'on mette tout le monde sur le même pied d'égalité. Si vous faites, qu'on aille jusqu'au-delà de 20 ans. Parfait. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Massila s'était exprimée sur nos antennes, nos caméras s'étaient dirigées vers elle. Nous l'entendions où elle s'exprimait à l'endroit de personnes qui s'étaient mobilisées en sa faveur, au CNRD, mais aux Guinéens dans leur ensemble. C'est un élément que nous vous proposons de suivre maintenant côté régie télévisuelle. C'est parti, on se retrouve juste derrière. Mais tout dernièrement, j'étais tellement fière de lui parce qu'il m'avait, il m'a réparé aussi. Il t'a opéré? Oui. On t'a opéré combien de fois là-bas? 2 fois. Avant que tu deviennes à Ignazdine? Oui. J'ai été opérée 2 fois là-bas. Je me suis suicidée. Donc, lorsqu'il m'avait opéré aussi, il m'avait dit que s'il m'opère, que c'est fini.
que c'est fini. Que tu vas te rétablir. Voilà, que je vais me rétablir, que je vais me débarrasser de ce problème maintenant. J'ai cru à ça. Il m'a opéré à ce temps-là. Donc, quand il m'a opéré maintenant, quand il m'a opéré, les choses, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux avec mon papa là-bas. Il est venu directement, il a crié devant tout le monde. Il a dit à mon papa que moi, je ne sais pas, que ce n'est pas la grossesse, que c'est pas Un kyste. un kyste, que c'est un grossesse que j'ai fait quoi. Un avortement. Il m'a humilié devant tout le monde. Donc, Il y avait d'autres personnes là-bas. oui, il y avait beaucoup de monde. Il était venu devant tout le monde. Parce que moi, je croyais à M. Cissé. Je l'aimais beaucoup. Mais depuis qu'il m'a humilié devant tout le monde, il a dit devant tout le monde que c'est pas Un kyste. c'est pas un kyste, que c'est Un avortement. C'est un avortement. Je dis en tant que médecin, je pensais que un médecin, c'est celui qui peut sauver la vie. Je remercie tout le monde. J'ai entendu tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je vois aussi que les gens me soutiennent. Je vois tout le monde. J'ai entendu aussi tout ce qui se passe dans le quartier. Donc, je salue mes amis. Je salue tout le monde. J'aime tout le monde aussi. Je suis là. Je serai forte. Je serai forte. J'ai l'espoir quand même que je vais guérir. Je Très vais bien. prier Dieu aussi que je vais avoir ma santé. Parce que rien ne vaut que la santé. Si on a la santé, on a tout dans le monde. Si on a la santé, on a tout. Donc, je remercie tout le monde. Merci, ma grande. Merci de continuer à être forte. Je serai forte, j'ai l'espoir. Je crois que je vais guérir. Si l'on a la santé, on a tout dans le monde. C'était en quelque sorte les derniers mots de Massila. Vous l'avez entendu. Ce sont des instants lourds, pénibles pour notre invité larmoyant dans ce studio. Ce que nous comprenons et pourquoi nous lui disons bon courage. Moussa Hiro, c'est vous qui avez... soyez forte aussi. Hein, c'est vous qui avez réalisé, je comprends votre émoi. Je crois qu'on va aller avec vous, Moussa Moïse. On a écouté Massila le temps que nos deux autres se reprennent. Je sais pas quoi dire parce que c'est quand même extraordinaire de l'entendre parler avec autant d'espoir, autant d'espérance. Elle s'est accrochée à la vie, elle a lutté. Et c'est quand même extraordinaire donc de regarder cette vidéo et de se mettre en tête qu'elle n'est plus Elle là. n'est plus là. Voilà, ce que j'arrive pas à comprendre. Ce que j'arrive pas à comprendre. Et elle a promis, je serai forte. Oui. Merci pour votre mobilisation, je serai forte. Moi, je comprends plus rien. Jacques. Je trouve que les mots me manquent. Tout ce qu'on peut demander à l'État, à la justice, c'est de penser à cette jeune dame. Parce que au-delà de Massila, il faut voir toutes les femmes qui ont été victimes, qui sont encore peut-être dans la même situation, mais qui n'ont pas la voix au chapitre, qui n'ont pas les mêmes chances, qui ne peuvent pas interpeller un frère, qui ne peuvent pas attirer l'attention des médias. Il faut que le cas de Massila serve d'exemple. Il faut que ce cas serve d'exemple. Jacques, vous avez tout autant que nous suivi ce bout où Ma remerciait tout le monde, où elle disait garder bon espoir et où elle promettait de se battre. Et de se battre,
Je crois qu'elle s'est vraiment battue. On aurait aimé qu'elle soit en vie et qu'elle se batte. Moi, j'aimerais, si Dieu avait voulu qu'elle se rétablisse, qu'elle n'ait pas honte, qu'elle ne mette pas de voile sur son visage, à visage découvert, qu'elle affronte ce bourreau. C'est ce que j'aurais aimé. Dieu a voulu que ça se passe autrement. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, parce qu'il y a déjà 3 qui sont détenus, il y a un qui est en fuite, qu'il va falloir rechercher, retrouver et puis soumettre au même procès que les autres, et que la peine, si bien entendu ils sont reconnus coupables, soit sévère, la plus sévère possible. Et comme Moïse l'a dit, il y a d'autres cas qu'on a présentés ici. Il y a même eu une manifestation pour soutenir la dame violée dans un camp militaire à Sigiri. C'est resté comme ça. Et je crois que ce sont des cas qui existent. Nous en avons suffisamment. Il faut que la justice, dans le cadre de la refondation de notre État, puisse revenir sur certains cas qui ont marqué. Parce que ça n'a pas prospéré à l'époque. Nous le savons. Nous étions dans un système qui ne permettait pas de condamner par exemple un militaire. Nous étions dans un système qui ne permettait pas de mettre en nu tout un système de santé. Aujourd'hui, dans le cadre de la refondation de l'État, il faut que notre justice soit assez courageuse pour revenir sur ces cas-là. Pour le cas de Ma, j'ai bon espoir. J'ai l'espoir que ceux qui ont... Bon, Ma ne reviendra plus à la vie. Mais ceux qui ont fait, qui sont déjà détenus, sont déjà, il faut le dire, avec nous. Donc eux, ils seront poursuivis, ils seront condamnés. Et cette expression, la volonté politique du gouvernement qui a demandé à la justice... Qui a demandé à la justice de faire son travail. Donc, plus d'accélérer carrément la Donc procédure. là, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Mais pour cette dame de Sigiri, je ne souhaite pas que ça reste comme ça. Absolument. Les associations de femmes ont organisé une conférence. Mais nous étions dans une période où on disait pas de manifestation. Il n'y a pas eu de manifestation de soutien pour cette dame-là. C'est nous, espace encore. Il y a eu manifestation. Pardon. Il y a eu manifestation pour la dame de Sigiri. Pour la dame de Sigiri. Nous avons manifesté, nous avons été reçus par le ministre de la Justice et nous avons déposé un mémorandum. Nous avons suffisamment parlé. Et puis c'est resté lettre morte. Ça ne doit pas rester lettre morte. Et d'ailleurs, à ce moment, il faut réparer Martine aussi cette injustice. Condé s'était mobilisée autour de ce dossier aussi. Elle s'était même impliquée pour prendre en charge un avocat à l'époque. Parce que ces militaires-là sont connus. Il faut les prendre. Il faut qu'ils soient où se trouvent les 2 Lama et Sebouri Cissé pour qu'ils répondent de leurs actes. Antoine, j'ai vraiment aimé ce communiqué du Premier ministre qui a été rendu public hier. Je crois qu'il a dit au nom du Président de la République. On a vu qu'il y a eu tout de même une action de l'État pour sauver la vie de Massila. L'envoi de Massila en Tunisie l'a été parce que le président a été à l'hôpital, il l'a vu. C'est après cela qu'il a diligenté une mission pour qu'elle soit évacuée. On a déjà salué ce acte. Malheureusement, il n'y a pas eu l'espoir escompté. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui est sorti appelant le ministre de la Justice à accélérer les choses. C'est déjà un espoir qui est donné pour dire qu'il y aura justice dans ce dossier et qu'il ne restera pas impuni. Il y a l'association des détenteurs de cliniques privées qui existe. Je crois que c'est le moment pour eux de se faire entendre. Une association de cliniques privées qui existe, on ne dit pas qu'ils sont tous pourris, qu'ils sont tous qui ne méritent pas d'exercer parce qu'ils aident aussi les populations. Il est important qu'ils se dissocient aussi de ce qui se passe. L'Ordre des médecins l'a fait. Il est indéniable que l'association des cliniques privées se fasse entendre. Qu'il ne le fasse pas simplement, qu'il le fasse de façon concrète. Une simple déclaration ne suffit pas. Il faut un acte concret symbolique pour un peu condamner ce qui s'est passé. Parce que pour moi, ce qui se passe là, c'est plus qu'un crime. C'est assez gravissime, cet acte. C'est une première en Guinée qui est viol sur une patiente de la part de médecins, même si on ne le connaît pas, mais de la part de personnes appelées médecins, sur une patiente et que mort s'en suive. C'est une première officiellement. D'accord. Officiellement, voilà. C'est une première qu'une patiente se fasse violer parce que ça fera peur aux femmes désormais. Ça fera peur aux femmes d'aller vers quelqu'un qui porte une blouse pour une consultation. Lorsqu'on apprend que des médecins font endormir leurs patientes et ensuite font des choses qu'on ne souhaite pas, mais une femme qui est malade et qui a envie de se faire traiter, mais elle n'ira pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Des personnes, des hommes
qui sont de bons médecins, parfois vont vont être méfiants par rapport à ce qu'ils font. Il est important que l'ordre réinstaure cette confiance-là entre les patients et les médecins, pour éviter qu'il y ait parfois des fuites dans des hôpitaux et cliniques, parce que souvent des patients ou des patientes vont refuser d'être consultés par des médecins sous prétexte qu'ils peuvent me violer ou je peux subir ce que Massila a subi. Absolument. Il faut que les communications se suivent. Que la justice fasse son travail. Moussa Hero, c'est vous qui avez réalisé cet élément avec Ma. Et il y a un passage que j'aurais aimé qu'on fasse passer, mais qui n'est pas passé, où Ma dit, si je savais, j'aurais parlé à mes parents, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle m'a dit ça. Je dis non, mais elle m'a dit, c'est peut-être ma faute. Je dis non, c'est pas de ta faute. Je lui ai dit, c'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable. Qui culpabilise. Elle se culpabilisait. Je dis, mais tiens, tu n'es responsable en rien. Tu ne l'as pas cherché. Cela t'est tombé dessus. Ça m'a ramené à quoi? Hier, quand j'étais dans la famille de Ma, pour présenter les condoléances d'usage, j'étais au milieu des sages. Je leur ai dit, n'effrayez pas vos enfants. Parlez à vos enfants. Faites en sorte que quand quelque chose arrive à vos enfants dehors, qu'ils courent vers vous pour dire, papa, cela m'est arrivé. Que le refuge, maman, ce soit vous. Que le refuge soit vous. Il ne faut pas que l'enfant parte se réfugier ailleurs. C'est ailleurs qu'il y a le monstre. Ici, le monstre était dehors. Mais Massila avait peur parce qu'elle avait peur du qu'en dira-t-on. Elle avait peur de se dire, je vais humilier ma famille si les gens sont au courant. C'est cela. Il faudrait qu'on n'effraie pas nos enfants. Parlons à nos enfants, quand quelque chose leur arrive dehors, que nous soyons les amis à qui ils peuvent se confier pour les sauver, pour les aider. Et c'était ça. Elle est partie avec ça, pensant qu'il a fallu qu'on la rassure, qu'on lui dise non, c'est pas de sa faute. L'autre chose que je voulais dire, par rapport au code pénal. Le code pénal est clair là-dessus. C'est de 5 à 20 ans. Et même la réclusion quand le viol est suivi de mort. La réclusion criminelle à perpétuité. Nous avons des textes, mais les gens choisissent comment on appelle la condamnation. Il y en a qui choisissent un an. Quand c'est par exemple une mineure, une peine d'une fourchette de 5 à 20 ans, vous choisissez 6 mois. Ça veut dire que c'est votre probité morale qui est en jeu. Il faudrait qu'on se réveille, qu'on sache qu'on ne peut pas abuser d'une personne, tuer des rêves. J'ai vu la grand-mère de Ma hier, unijambiste, elle a une béquille. La famille m'a dit que c'est la fille là qui courait partout quand il y a cérémonie, c'est elle qui organisait tout pour la vieille dame. La vieille dame, elle a tellement pleuré que c'est pas possible. Quand je l'ai vue à l'hôpital et quand je l'ai vue hier, c'est une loque humaine qui est là aujourd'hui. Elle est complètement détruite parce qu'elle n'a plus ses jambes et ses mains. C'était Massila. La dernière chose, la mobilisation. Les hommes, Muntaga l'a dit, les hommes doivent être devant ce qui s'est passé. Les hommes, vous avez des filles. Vous avez vu le papa de Massila, il ne l'a pas quitté d'une semelle. On a vu un homme qui a accompagné sa femme ici qui a été violée. Il faudrait que les hommes prennent leurs responsabilités, qu'on ne pense pas que c'est une histoire de femmes. C'est pas une histoire de femmes, parce que les femmes se font violer par des hommes. Il faudrait que les hommes accompagnent ce combat. Si nous voulons réussir ce combat, imaginez une femme violée, c'est une vie foutue, fichue à jamais. Le déshonneur là que vous avez quand on vous viole, on ne peut jamais restaurer sa dignité quand on a subi ça. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est un drame. C'est un drame. Le président est parti serrer la main à Ma avant qu'elle ne décède. Il l'a évacuée. Il faut saluer cela. Mais au-delà, il faut que justice soit rendue pour servir d'exemple à d'autres personnes. Il faut que justice soit rendue pour servir d'exemple à d'autres personnes. Il faut reconnaître que toutes les cliniques clandestines appartiennent à des médecins titulaires de nos hôpitaux. L'État doit déployer des policiers et des gendarmes pour fermer les cliniques pour 1 an, le temps de les nettoyer. S'il faut laisser ces cadres du ministère de la Santé fermer ces cliniques, alors que c'est pour eux, nous sommes mal barrés. Paix à l'âme de Massila, c'est Arfa Moussaya Makadiabi qui nous a écrit. C'est avec vous qu'on va terminer. Muntaga Keïta, vous êtes avec nous depuis un certain moment. Merci pour cela. C'est quoi le message de la fin au sein de la famille? Que va-t-il être fait? On sait qu'il y a une procédure en cours devant nos instances judiciaires. C'est quoi finalement le combat que vous porterez ces jours à venir? Voici un message très clair. D'abord, à notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, au nom de tout le peuple de Guinée et de ma famille, merci. Parce qu'on a vu un changement depuis le 5 septembre. Je suis pour ce changement. Ce qui s'est passé, c'était systémique. C'est un système qui a raté Massila. C'est un système qui a fait qu'elle s'est retrouvée là. Le manque d'hôpitaux fiables a fait que les gens vont dans des boutiques cliniques dans leur quartier.
C'est ça les vrais coupables. Il y a des départements qui sont responsables pour l'audit, pour la vérification, qui n'ont pas fait leur boulot. Monsieur le Président, démolissez toute cette case et on vous aidera, on vous suivra. Et à ceux qui sont dans ces départements, qui sont censés faire ce travail, qui se pavanent dans des grands Hilux à 50 000 euros, climatisés, tout frais payé, on arrive. On démolira toute cette case parce que ce n'est pas une histoire de Massila. C'est une histoire de tout un peuple. Depuis 1977, ma date de naissance, les pratiques n'ont pas changé. On a même l'impression que cela a régressé. Nous avons régressé, nous sommes meilleurs que ça. À l'étranger, les Guinéens sont excellents. Je viens de l'apprendre récemment. J'ai un oncle, je ne le connaissais même pas, qui est colonel à la retraite de l'armée américaine, qui était à la NSA. Tout ce monsieur, par exemple, a essayé d'assister la Guinée en envoyant du matériel en Guinée. Il a été tout simplement escroqué. Il me demande même de l'aide, comment envoyer les colonels à la retraite aux États-Unis. Il veut envoyer du matériel. On empêche. C'est en Guinée où vous voyez quelqu'un veut envoyer, veut vous aider. On vous dit non. Ma part est où? Parce qu'il y a une phrase ici qui court dans des ministères là-bas, dans tous les ministères. La patrie sans ma part, la patrie n'a qu'à périr. Et ils savent bien, ceux qui m'ont dit cette phrase, c'est la phrase là qui court. La patrie sans ma part, la patrie n'a qu'à périr. Eh bien, ça c'est fini. Toute cette fourmilière-là sera abattue. Cette case, on la brûlera. Il faut que le Guinéen, le chauffeur, la bonne, le cousin, l'oncle, que tout le monde puisse avoir accès à un soin de santé. Au moins le minimum. Les maintenir en vie au minimum. Même si le reste est payant, il faut le faire. Et on ira jusqu'au bout. Alors, il y a une manifestation qu'on va faire. Si aujourd'hui, Madame la gouverneure et Madame la maire nous autorisent de Kaloum, nous autorisent à le faire demain matin, on le fera à 10h, devant le ministère de la Santé et le ministère de la Justice ensuite, comme Madame Malade Kabal a dit. Si ce n'est pas possible, parce qu'il faut les 72 heures, et c'est aujourd'hui qu'on soumet, alors on le fera jeudi. Mais je vous le jure qu'on le fera. Et cette fourmilière-là, ce réseau-là sera démantelé. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas la semaine prochaine, on fera ce boulot pour que tout soit démantelé. Parce qu'on a droit à une santé normale. On n'est pas des extraterrestres. Partout ailleurs, le Guinéen va à Dakar, va à Abidjan. Pourquoi? On les a donné l'indépendance. On réclame notre indépendance. On leur a donné l'indépendance, on réclame notre indépendance. Massila, la goutte de trop, à l'évidence. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Et Jacques, on poursuit cette interview avec vous. Vous posiez une question précise. Donc la question, c'était sur la question de la représentativité qui finalement a pesé dans le choix. Donc je prenais la CORED et j'essayais de la comparer un peu à la COPED à laquelle vous appartenez, vous et Dr Ousmane Kaba. On sait très bien que Mamadou Sylla est quand même avec des leaders, ou disons des partis politiques qui ont participé aux élections. Je ne prends pas les dernières, mais je prends la présidentielle et les législatives de 2013 qui ont été au Parlement. Vous êtes quand même une coalition au sein de laquelle vous avez des partis qui n'ont participé qu'à la présidentielle de 2020 et aux législatives. Non, je crois que vous n'avez pas participé aux législatives. Comment vous avez pu avoir beaucoup plus que la CORED? Est-ce que c'est parce que Mamadou Sylla était absent ou finalement vous vous êtes trompé sur cette question? Bon, écoutez, comme je l'ai dit, en négociation, il faut d'abord être présent. La proposition initiale avait prévu, celle du médiateur qui a été posée sur la table, elle prévoyait 3 pour cette coalition, pour des raisons que vous évoquez. Mais je dois dire que lorsqu'on a passé cette proposition, les discussions ont commencé, les gens ont trouvé que bon, il y avait des tableaux qui donnaient la composition de ces coalitions. Et on avait des coalitions qui avaient une bonne dizaine de partis politiques, mais on regardait aussi le poids de ces partis politiques, leur représentativité sur le terrain. Bon, la question des présidentielles a été mentionnée. C'est vrai qu'il a avec lui quelques 3 ou 4 candidats à la dernière élection présidentielle et ça avait été pris en compte dans ce que j'avais proposé. Et moi, j'ai regardé les critères avec beaucoup de diligence. Les chiffres que vous avez eus hier, ce n'était pas mes propositions. Et comme je l'ai dit, je suis un médiateur. Et ceux qui ont fait croire que je suis venu distribuer un gâteau comme ça, non. Les grandes coalitions vous ont mis la pression? Il y a eu des discussions intenses. De 10h à 18h, mon cher, on a dû passer le temps entre...
Voilà le dernier arbitrage, c'est ce que j'ai fait autour du déjeuner, parce que j'ai dû mettre en séance restreinte les leaders de différentes coalitions. C'était pour trancher les questions de 4 versus 3, 2 ou 1. C'est ce qu'on a fait au déjeuner. Et quand on a repris les discussions en salle à 15h, voilà, on a affiché ça et il fallait discuter. Alors, le problème de ceux qui ont estimé que ça n'a pas été juste pour eux, ils n'étaient pas à même de nous expliquer pourquoi, par exemple, quand on dit 1 à la CPR, ils pouvaient par exemple expliquer pourquoi la COPED, par exemple, a 2 alors qu'eux, ils ont 1. Je rappelle que la COPED, dans toute sa bataille dans la salle avec le FNDC, c'était d'avoir 3. Et je crois que c'était tout à fait justifié. Mais les discussions ont conduit les uns et les autres à se positionner sur... en tout cas, pour ce qui concerne cette coalition, on a maintenu la proposition du médiateur. Très bien. Alors, FNDC politique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aile politique de ceux... Bon, le FNDC est vu comme une organisation de la société civile. Et les politiques étaient impliqués et ceux qui sont restés se sont constitués réellement comme une coalition politique, mais découlant du FNDC. Vous-même, vous avez du mal, docteur, à l'expliquer, parce que FNDC politique, moi je comprends absolument rien. FNDC, c'est société civile. Non, mais attendez. Ce sont des FNDC politiques. Ça existe. Non, mais attendez. Ça existe partout. On va l'écouter. C'est mon point de vue, parce que vous avez des organisations importantes. Oui, c'est pourquoi vous allez me laisser quand même exprimer mon point de vue. Même si je me trompe, mais vous devez l'accepter. Alors, vous avez des organisations, la coalition à laquelle appartient Mamadou Sylla, qui est un peu plus... en termes de oui, exactement, en termes de ressources humaines, qui comportent quand même des gens de la crème, pas des moindres, quoi. Je dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, qui n'ont presque absolument rien eu. Et on dit FNDC politique. À l'interne de FNDC politique, il y a qui exactement? Oui, c'est la question qu'il pose. Nous avons reçu de cette coalition la liste. Il y a le parti l'UFR de Sidya Touré, il y a le PEDN, et il y a le modèle de Aliouba. Donc voilà les 3 partis qu'on nous a dit composent, en tout cas ceux qui ont voulu participer. Une coalition, voilà. Et nous les appelons FNDC-politique parce que pour ne pas justement tomber dans ce que tu crois être une organisation de la société civile. Monsieur de Raymond, je suis un peu confus à ce niveau. Là, il y a 3 partis politiques. Le modèle qui, pour l'instant, n'a pas d'agrément. Pas n'importe quel parti politique. Oui, l'UFR. Non, mais attendez. Non, le modèle aussi, c'est pas n'importe quoi. Le PEDN aussi, c'est pas n'importe quoi. Non, vous ne me direz pas que le modèle a participé à une élection en Guinée. Le modèle, pour l'instant, est une formation politique qui est en train de chercher son agrément et qui est en passe de l'obtenir. Mais l'UFR et le PEDN sont peut-être les 2 poids au sein de cette coalition-là. Mais comparer ces partis politiques à certains de la CORED, Makale Traoré, Makale Camara et Mamadou Sylla, qui a été chef de file de l'opposition, récemment avec 4 députés au Parlement, je me dis qu'à ce niveau, il y a un souci. Parce que lui, il a été au présidentiel et il a été au législatif avec 4 députés, ce qui n'a pas été le cas de certains partis politiques au sein de cette FNDC politique et de bien d'autres. Alors moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là? Est-ce qu'on n'a pas lésé certains au profit de certains autres sur des bases assez subjectives? Bien, je mets au défi quiconque qui voudrait me proposer une certaine allocation ou distribution de ces 15 et qui n'aurait pas suscité une sorte de réaction. Ça, je vais vous le dire. En m'engageant dans ça, j'étais conscient de ce qui allait arriver. Et c'est pourquoi je dis que c'est peut-être pas très utile de vouloir se justifier, expliquer. Ça a été fait dans le cadre consensuel. Et là, je me remercie là qu'il y avait une intercoalition. S'il était autour de la table, je n'ai pas eu l'opportunité de discuter même la proposition qui était sur la table et qui lui accordait 3. Et c'est ces jours qu'ils ont passé un communiqué se distançant de notre assemblée. Donc, malgré tout, dans l'esprit d'inclusivité et de solidarité de la classe politique, nous avons dit qu'il fallait les prévoir. En sachant bien qu'il avait déjà fait une annonce que son intercoalition ou sa CORED devait déposer séparément. Pour nous, quand vous déposez, vous êtes en dehors de la logique de rassemblement, puisque l'objet était prévu, qu'il était prévu que nous déposions ensemble une liste de 15 Guinéens et Guinéennes pour revenir à madame et dire que c'est prévu que ça soit certaines, au minimum 30% dans nos 15 qui vont aller
Et voilà, donc ils ne sont pas venus, ils étaient dans une logique d'aller séparément. Voilà pourquoi peut-être ils s'est retrouvé avec un, mais sinon, la proposition de 3 était défendable s'ils étaient autour de la table. Docteur Ousmane Doré est notre invité ce matin. Dans un instant, nous aurons El Hadj Mamadou Sylla. Lui aussi s'exprimera justement sur cette actualité. Allez-y, Jacques. Qu'est-ce qui va se passer demain? Puisque vous dites que vous allez vous retrouver pour valider les choix de l'ensemble des coalitions. Si la CPR et la CORED ne viennent pas aux discussions, est-ce que vous allez maintenir quand même le choix comme... Et puis, finalement, qu'est-ce qui va se passer Bon, sans dévoiler la stratégie de cette union qui est en marche véritablement, nous estimons qu'ils vont revenir dans les rangs puisque les 15 nominations, c'est juste un acte ponctuel. Mais il faut dire que notre intention est que ces places qui leur sont réservées, qu'ils puissent présenter. Et s'ils ne présentent pas, nous avons de toutes les façons ceux qui ont signé l'accord avec des chiffres précis, c'est eux qui vont déposer. Il ne sera pas question de dire parce que Cored n'est pas venu, on va donner 5 à tel ou 2 à tel. On n'est pas dans cette logique à ce stade. Nous continuons de discuter avec eux et ceux qui ont dit qu'ils veulent déposer, ça n'engage qu'eux. Mais si vous voulez être dans le cadre de cette union sacrée de la classe politique guinéenne, il faudrait peut-être rejoindre la médiation et qu'on puisse trouver un terrain d'entente. On n'a pas 100 jours, on n'a que demain, jeudi. Vous avez entendu le ministre le dire, jeudi à 18h, ils doivent recevoir les propositions. Parfait. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Moussa Moïse, on revient en studio avec notre invité. Je pense que, docteur, est-ce qu'avec un peu de recul, vous n'auriez pas laissé cette affaire de médiation-là? Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre? Parce que vous avez écouté l'âge. C'est moins les questions de fond que la désignation, l'autodésignation du médiateur. J'étais vraiment conscient des enjeux en m'engageant en cela. Mais ne reconnaissez pas à ce point. Je dois dire avec beaucoup de surprise maintenant. Parce que effectivement, j'étais conscient qu'il y avait ces contingences. C'était une situation qui prévalait. C'est dont il parle de médiation neutre et autres. Je ne suis sûr qu'avec ça, le rassemblement allait aboutir. Ce que j'ai fait par contre, je me suis fait aider, assister. Ils le savent. Il y a un médiateur, un modérateur que j'ai choisi, M. Fasseli De Mara, qui est connu sur la place ici, comme un monsieur très compétent, neutre, et qui a fait la facilitation au cours de ces 2 réunions. Donc j'étais là pour camper le cadre, pour le préparer, en savoir de quoi il s'agit, mais il a mené la modération. Et ils étaient présents, Mamadou Sylla et son équipe, à la première réunion, tout le monde a salué. Voilà, c'est tout ce que je pouvais faire. Mais l'initiative de faire bouger la machine et d'aller, je crois que ce n'est pas une question de personne. Il a beau dire que bon, je ne suis pas la personne la mieux indiquée, je le sais, mais moi je ne me considère pas en ce moment-là comme un politicien qui est en bataille avec Paul ou Pierre. Nous sommes dans une transition, nous voulons simplement avoir à dialoguer, à voir des recommandations de la classe politique avec les autorités du pays. Donc c'est ça qui me tient à cœur. Et les questions de nomination, là, on a vu que c'est l'un des premiers défis qu'il fallait relever. Et nous allons déposer au ministre le jeudi avant 18h les 2 dossiers des 15 qui ont été retenus par cette assemblée et au gouvernement de décider. Mais moi, je pense qu'ils sont sortis prématurément à cause des préjugés, puisque ce qu'il dit que c'est autoproclamé. Comment quelqu'un peut s'autodésigner? C'est venu à l'issue d'un processus, je dirais, informel, consensuel. On n'a pas besoin de se regrouper pour voter Paul ou Pierre. Et même ceux qui sont avec moi dans une coalition savaient que j'ai pris l'indépendance qu'il fallait. Je n'ai pas défendu leur position. Ils voulaient 3 pour la COPED et j'ai dû aussi peser pendant la discussion pour dire à Ousmane Kaba, c'est pas la peine pour la COPED d'avoir plus que 2 alors que FNDC a 2, ainsi de suite. Donc, je n'avais aucun agenda caché. Oui, mais quand même, voilà. On a écouté les acteurs politiques de la CORED de Mamadou Sylla, c'est pas rien. Par rapport à la COPED, la question revient. Est-ce que ça pèse tout de même. Hein. Oui. Quand vous regardez un peu la composition de leur coalition. Ils sont absolument lésés, non, docteur?
Il y a des tableaux détaillés qu'on peut vous montrer parce que quand vous parlez de représentation, vous avez donné la composition de la CORED par exemple, moi je pense qu'ils ne sont pas aussi loin de la COPED en termes de représentativité de poids. Ils ont une centaine. On a bien dit de prendre en compte, ce n'était qu'une variable qui venait donner des informations, mais la représentativité, c'est très facile dans ce pays d'obtenir un agrément. On continue d'en donner, les partis se constituent. D'accord, on est d'accord avec ça, mais 4 c'est pas trop? Quand même, pour le RPG, l'ANAD 4, quand même, l'écart est trop grand, docteur. Le RPG, quand même, aurait dû être lésé. Vous ne trouvez pas? Bon. Mais parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est lié un peu à cette histoire. Pas lésé, mais bon. Non, un peu lésé, mais les 4, fallait quand même diminuer un peu. On ne dit pas exclusion, ça c'est votre cuisine interne. Pas d'exclusion, mais tout de même dans la répartition, je trouve que l'ancien parti au pouvoir aurait dû tout de même avoir un nombre de places. Pas que l'ancien parti. L'ANAD aussi. Oui. L'ANAD a 4. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est la même chose. Le RPG ah non, 4 c'est. Non. Ah non, si tu prends 4, si tu enlèves dans 4 de RPG, c'est que tu enlèves dans 4 de c'est différent. Je me dis, les combats n'ont pas été les mêmes. Nous sommes à une transition qui est le résultat d'un choix qui a été fait par un parti qui est au pouvoir. Donc quand on essaye d'arranger, de remettre la Guinée sur les rails, je pense que ceux qui ont fauté, ceux qui n'ont pas fauté, ne doivent pas être corrigés de la même manière, à mon avis. C'est pas le même bâton, c'est pas la même chicotte, monsieur le ministre. Écoutez, nous, il y avait beaucoup de voix dissidentes dans ce groupe. Certains ont voulu qu'on mette à l'écart le RPG, pour les raisons que vous évoquez. Mais vous savez, le ministre l'a dit, il nous a reçus individuellement, les coalitions. Le gouvernement, le CNRD, qui a chassé ce pouvoir, est ferme. Le PG est un parti qui doit être en activité. Ils étaient d'ailleurs consultés au cours de ces rencontres avec le ministère de l'Administration. Donc nous avons dit que nous ne pouvons pas prendre sur nous d'exclure un parti qui est présent sur la scène politique et que les autorités de facto reconnaissent. Au Burkina Faso, les gens ont donné l'exemple qu'après le départ de Blaise, son parti a été exclu de la transition. Mais ce n'est pas la position de la transition en cours. Donc, il y avait ces questions. On a dit, il faut les intégrer. Et le bureau exécutif nous a reçus. Nous avons eu des échanges avec eux sur des questions de fond pour savoir est-ce que, dans l'esprit de nous rejoindre, c'est pour faire avancer la transition, qu'elle soit inclusive et apaisée. Quand nous avons eu les réponses à toutes ces questions, nous leur avons invités autour de la table et ils sont venus avec justement Docteur, vous n'aurez que la journée de demain pour vous entendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible, après la rencontre que vous allez avoir, qu'on revienne sur ces différentes positions, qu'on puisse concilier les positions? Ça, c'est ma première question. L'autre question, est-ce qu'au sein des formations politiques, vous avez pensé au respect des 30%, notamment en parlant des femmes? Bon, on va voir ça demain, puisque de toutes les façons, les partis, en déposant les dossiers, c'est pour qu'on s'assure que la liste que nous balançons au niveau du ministère puisse avoir ce ratio de 30% de soumissions qui soient des femmes. Donc c'est prévu et c'est demain l'exercice va être fait. Et je dois vous dire aussi que, bien entendu, que nous lançons un appel, j'envoie toujours des lettres, des correspondances, et les gens sont libres de les prendre ou de se présenter ou pas, mais le temps n'est pas de notre côté, nous voulons avancer et c'est ce qui va être fait demain. Antoine Kourouma. Oui, juste une observation avant la question, monsieur le ministre. Moi, je pense que la méthode choisie pour envoyer les acteurs politiques au Parlement est beaucoup plus liée au poids, ce qui est tout à fait légitime, mais ça va causer des problèmes au Parlement, parce qu'on aurait pu mettre l'accent sur la qualité des hommes. Je parle de la qualité sur le plan du point de vue de ce que nous savons en termes d'intellectuels et tout cela. Quand je prends un Bahouri qui a son parti politique, Bahouri comparé à un autre acteur qui va au CNT parce que son parti a un poids politique, je me dis que ça peut causer souci. On aurait pu peser, on aurait pu miser sur ça pour envoyer les gens au Parlement. Mais je crains qu'une fois au Parlement, les mêmes craintes que nous avions à l'ère Alpha Condé reviennent au Parlement. Parce qu'à cette allure, on a clairement indiqué aux Guinéens
qui sont les partis dominants en Guinée. Question RPG, Antoine. c'est l'UFDG. On a beaucoup plus tenu compte des entités politiques. Quand je prends le PDN n'a plus de poids politique en Guinée. À part son leader politique, Lansana Kouyaté, le PDN a disparu des trajectoires. Il y a longtemps qu'il n'est pas présent politique. Ça, c'est une réalité. Il n'est pas présent et il n'a pas de poids. Non, disons clairement les choses. À part Lansana Kouyaté, il n'y a plus personne. Ça, vous le savez. Maintenant, posez votre question. Lorsqu'on attribue 2 places à une coalition qui n'a que 3 partis politiques, et à une autre qui n'a que 7 partis politiques, 2 représentants, et qu'on en attribue un seul à une coalition qui a plus de 100 partis politiques, pour moi, c'est une injustice qui doit être réparée. Parce que pour moi, on doit tenir compte aussi... Posez votre question. Non, c'est la question que je pose. Non, tu ne poses pas de questions. Non, je fais mon constat d'abord. Termine le constat, s'il te plaît, Antoine. C'est une injustice qui doit être réparée. On doit tenir compte aussi des qualités des hommes. Si on tient compte des poids politiques, de l'autre côté, il y a des partis politiques qui ont été présents aux élections présidentielles. Il faut qu'on en tienne compte. Il y a plus de 11 partis politiques qui ont été aux présidentielles dernières. Ma question, Dr Doré, est-ce qu'il y a une chance pour que les partis en colère soient satisfaits? Est-ce qu'il y a une chance pour que ceux-là qui ont eu un seul parti politique qui méritait d'avoir 2 représentants ou 3, est-ce qu'il y a une chance qu'ils soient remis dans leurs droits? Par exemple, qu'on peut puiser un du RPG, un de l'ANAD, ça fait 3 à leur niveau, qu'on ajoute à ceux qui sont frustrés. Allez-y, docteur. Alors, écoutez, l'ANAD 3, le RPG 2, vous dégraissez de telle sorte que Mamadou Sylla et son équipe reviennent autour de la table. Oui, vous rouvrez les négociations et les discussions, puisque de toutes les façons, quand vous enlevez là, vous donnez là, il faut enlever là. De toutes les façons, la maison est ouverte. Tout ce que je sais, ça peut compliquer, sauf si peut-être il y a à côté de ça une demande auprès des autorités pour proroger la date butoir. Je ne vois quasiment aucune possibilité d'avoir à réouvrir les négociations et qu'on puisse tenir le délai du jeudi. Et je veux revenir un peu à la remarque d'Antoine. Vous savez, tant qu'on regarde ces nominations au CNT, ce n'est pas en fait des députés que l'on se dise on a 3 représentants. Les partis ne peuvent pas le dire parce que nous étions clairs sur ce principe-là. D'abord, vous voyez même quand on parle de compétences, est-ce que telle personne est capable de représenter les partis politiques au CNT? Mais c'est dans le profil que nous allons examiner demain. Vous ne pouvez pas me dire que les partis qui sont inscrits ici, qui ont pour désignation, ne peut pas trouver ces personnes. Je sais qu'il y a des compétences dans ce pays-là. Absolument. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la probité morale qui est définie. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y a beaucoup de gens ici. C'est certains leaders qui m'ont dit d'ailleurs. Vous la mesurez à quoi, la probité morale? Même à la CENI ou à l'Assemblée pour nous défendre et ils ont tourné finalement pour être au service du pouvoir. Ils ne devaient pas défendre les partis à la CENI, c'était le principe et c'est aussi ça. Malheureusement, vous dites tous ceux qui vont aller au CNT doivent représenter les partis politiques, mais pas leurs partis d'origine. Mais on sait bien que ça ne va pas être le cas. C'est pourquoi nous regardons la probité morale des Vous la mesurez comment? Bon, écoutez, il y a quand même il y a ces leaders autour de la table, et ceux qui connaissent qui ici. Je ne suis pas le décideur. Puisque nous arrivons à la fin. Heureusement, Moussa. Ce qui importe rapidement, c'est qu'on puisse tenir compte de l'objectif du CNT. Travail qui doit être fait là-bas pour la refondation du pays. Si on ne tient pas compte de cela et qu'on va un peu sur des aspects politiques, je pense qu'on risque de plomber complètement le CNT. Il est subjectif, donc il faut prendre en compte la question de la capacité de ces personnes à véritablement jouer leur rôle. On va réviser beaucoup de choses. Il y a un référendum qui est prévu, donc il faut vraiment qu'il y ait de la compétence à l'interne. Heureusement, ils ne sont pas seuls. Heureusement, ils ne seront pas seuls. Les 15, il y a d'autres. Exactement. Un dernier mot, docteur Ousmane Doré, il y avait d'autres questions que nous avions prévu d'aborder avec vous. C'est notamment votre activité politique aujourd'hui, mais aussi ce livre que vous avez écrit. Malheureusement, on est très pris par le temps, mais vous avez quand même encore 1 minute pour terminer avec vous. Bon, juste vous dire que, vous savez, c'est ma première fois de retrouver cette équipe. Ce n'était pas parce que je ne voulais pas venir dans mon studio, je crois que je l'ai fait 1 fois d'ailleurs, mais vous dire que je me prête à revenir pour les sujets que vous évoquez, discussion des questions de fond que j'ai soulevées dans ce livre-là et que j'ai partagé d'ailleurs avec l'équipe en place, les autorités de la place, mais aussi, comme Jacques me l'a souvent demandé,
Je suis économiste de profession. Je voudrais aussi avoir ce débat avec vous sur les questions de sortie de cette crise économique que nous vivons. Ce n'est juste pas une crise politique, mais elle est aussi économique et sanitaire. Et je me prêterai à ça. Donc, à tous les acteurs politiques, le message, c'est de dire que ce que nous venons d'engager, nous devons voir ça comme une mission sacrée. Il est clair que le défi, si nous montrons au peuple de Guinée que le rassemblement de la classe politique est possible, je pense qu'on irait très loin dans cette mission que le CNDD-FDC s'est fixée, à savoir avoir une Guinée réconciliée avec elle-même et qui avance vers son devenir. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.